Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez la discipline historique. Je voudrais aborder le sujet suivant. L'homme et le chien. L'homme et le chien. Vous voyez qu'aujourd'hui, le chien sert à différents niveaux les besoins de l'homme. Il y a des chiens qui en ont fait des animaux de compagnie. On utilise les chiens dans le domaine de la sécurité pour détecter des drogues, pour voir quand il y a des tremblements de terre où certaines victimes sont celles qui sont sous les décombres. Vous voyez? On utilise les chiens pour la chasse. On utilise les chiens pour garder la maison. Il y a même certains qui sont allés jusqu'à dire que quand ils regardent les chiens, ils le considèrent comme un membre de leur famille. Bon, ça c'est leur affaire. Mais ce que je veux dire, il faut savoir une chose. Quand est-ce qu'a commencé la relation entre l'être humain et le chien? Ça a commencé très tôt avec les premiers hominidés, c'est-à-dire les premiers êtres humains qui sont apparus, créés par Dieu, moi je crois en Dieu, au niveau de ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, c'est-à-dire la Rift Valley, la vallée du Nil et de l'Omo. Kenya, Ouganda, Tanzanie, Soudan, sud de l'Égypte, etc. C'est cette zone-là qu'on appelle la vallée du Nil et de l'Omo et que les anglophones appellent la Rift Valley. Mais quand l'homme apparaît, parce que sur la période de la création de l'homme, de l'apparition de l'être humain, bon, on voit les paléontologues parlent de Homo erectus, celui qui se tient debout, qui s'est tenu debout, Homo habilis, celui qui est habile, donc qui peut manipuler des choses de sa main, fabriquer des choses de sa main. Et puis maintenant, Homo sapiens, sapiens, c'est-à-dire l'homme qui sait qu'il sait. Tous les êtres humains sur Terre sont nés de l'Homo sapiens, sapiens, c'est-à-dire l'homme qui sait qu'il sait. Mais moi, ces histoires d'évolution, Homo erectus, Homo habilis, tout ça, moi personnellement, je n'y crois pas. Moi, je pense que l'être humain est créé, point, c'est tout. Parce que je ne suis pas pour la doctrine de l'évolution. Je suis plutôt pour la doctrine créationniste. Ça, c'est une autre affaire. Mais ce que je veux dire, et aussi les périodes de l'apparition de l'homme sur Terre, de la création de l'homme sur Terre, à partir de cet endroit-là, qui est en Afrique, et c'est à partir de cet endroit que l'être humain a conquis toute la Terre. Voilà. Sa peau s'éclaircit à cause du froid sur une longue période. Voilà. Les Européens, les Caucasiens, c'est simplement des gens qui ont perdu la mélanine. C'est des gens qui ont perdu la mélanine, c'est tout. Voilà. Donc, on estime que l'homme apparaît sur Terre, est créé sur Terre autour de 2 400 000 ans avant Jésus-Christ. 2 400 000 ans avant Jésus-Christ. Moi, je préfère arrondir ça à 3 millions avant Jésus-Christ. 3 millions avant Jésus-Christ. Que l'homme apparaît sur Terre. Mais quand l'homme apparaît, il vit de quoi? Il vit de chasse et de cueillette. C'est pour ça que pour cette période, on parle de chasseurs-cueilleurs. On dit les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs. Et cette activité de chasse et de cueillette l'amenait à se déplacer beaucoup. Parce qu'il faut courir après les animaux. Parce que les animaux même se déplacent. Ils vont quelquefois, très souvent même d'ailleurs, aux abords des cours d'eau pour pouvoir se désaltérer. L'homme peut profiter pour les abattre ou les capturer pour pouvoir assurer sa nourriture, etc., manger les fruits, etc. Vous voyez. Donc l'homme se déplaçait beaucoup. Et pour cette période où l'homme était un chasseur-cueilleur, il était en même temps nomade. Il était à la fois nomade, il se déplaçait beaucoup.
Et donc, cette période va durer jusqu'à quand? Ça va durer jusqu'à 12 000 ans avant Jésus-Christ. De 3 millions d'années avant Jésus-Christ à 12 000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez la période? Donc, la période durant laquelle l'homme vit de la chasse et de la cueillette a été une période très longue. Très longue. C'est ce qu'on appelle le paléolithique. Voilà. C'est ce que les paléontologues appellent le paléolithique. Ou pour parler plus simplement, de façon plus prosaïque, on dit c'est l'âge de la pierre taillée. L'âge de la pierre taillée. Voilà. L'âge de la pierre taillée. Oui. Et donc, c'est durant cette période-là, durant laquelle l'homme chassait pour vivre et vivait aussi de cueillette, c'est durant cette période que l'homme a apprivoisé le chien. Vous voyez? Que l'homme a apprivoisé le chien. Que l'homme a sorti certains loups de leur milieu naturel, sauvage, pour l'apprivoiser et pour l'amener dans le domaine de l'être humain. C'est ce qui s'est passé. Le chien que vous voyez là, c'est un loup qui a été apprivoisé. Il faut savoir cela. C'est un loup qui a été apprivoisé. Mais quand vous regardez le chien là, est-ce qu'il est différent du loup? C'est la même espèce des canidés. Ce sont des canidés. C'est la même espèce des canidés. Vous comprenez? Et comme pour apprivoiser le chien, ça a été très facile, hein, parce qu'on n'a pas besoin de le prendre quand il est déjà, je peux dire, grand. Non, on le prend tout petit, on le capture petit. Voilà, on le capture petit et on le nourrit. Et là, il reconnaît l'homme comme son maître. Voilà, et puis maintenant, il grandit, etc. C'est comme ça que les hommes ont fait. Et ils ont apprivoisé le chien. Oui. Et ils ont fait du chien un compagnon de chasse. Un compagnon de chasse. D'ailleurs, on faisait comprendre au chien, quand il capture un animal, et quand cet animal, bien sûr, a été braisé, etc., bon, on lui donne des morceaux et il est content. Il sait qu'en restant avec l'homme, il aura toujours sa nourriture. C'est pour ça que vous voyez des expressions comme « il est fidèle comme un chien ». On dit le chien, le compagnon le plus fidèle de l'être humain. Ça vient de là. Ce ne sont pas des expressions banales, ce sont des expressions qui prennent source dans l'histoire des rapports, des relations entre l'être humain et le chien, qui était ce loup sauvage, mais qui a été apprivoisé par l'homme. Vous voyez, c'est très important. Et moi, quand j'observe nos traditions, le legs des traditions de nos ancêtres, c'est que nos ancêtres disent, je suis admiratif. Regardez ce que les ancêtres Akans disent. Regardez ce que les Akans disent. Ils disent que le clan familial le plus ancien, parce qu'ils en ont 7, mais à l'origine, il y en avait 5. À l'origine, c'était 5. Après, il y a un clan qui s'est scindé en 3. Ça donnait 7 matriclans. Mais ils disent le premier qui a quitté le lieu de la création, donc le premier qui a quitté la Rift Valley, la vallée du Nil et de l'Omo, c'est ce clan-là qui a apprivoisé le chien et qui a domestiqué le feu. Vous voyez? Et dans la mythologie grecque et des Caucasiens, on parle de la guerre du feu. Hein? On parle de l'homme, hein, qui a reçu le feu, je peux dire, des divinités. Vous voyez? Le feu étant au départ une possession des divinités que l'homme a pu avoir. Vous voyez? C'est comme si même l'homme a volé le feu auprès des divinités. Ça, c'est ce que disent les mythes des Caucasiens. Mais nos ancêtres africains ne disent pas ça. Ils disent que c'est une famille, un clan, qui a apprivoisé le chien et qui a domestiqué le feu. Et ça, c'est conforme à la paléontologie.
c'est conforme à cette période où l'être humain vivait de la chasse et de la cueillette. Et ce clan-là, vous savez comment on l'appelle? Bon, il a différents noms. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur les matriclans à Caen. Les Ashanti, les Brons, tous ceux qui parlent cuit l'appellent Aduana Abradi. Aduana, Adua, c'est le chien. C'est pour ça qu'en Baoulou, on dit Aloua. Mais en cuit, on dit Adua. Quand on dit Aduana, Na, c'est désignatif, disons, du clan, du matriclan. Donc, Aduana, c'est le matriclan du chien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le matriclan humain qui a pour symbole le chien. Voilà. Eux aussi, le feu. Parce que c'est eux qui ont domestiqué le feu. Ce même matriclan-là, les Hébriers, là, les Tchamas, là, et il l'appelle Badoma. Ba, c'est le chien. Donc, la famille, donc le clan qui a pour symbole le chien. Vous voyez. Les aboureux de Mossou, dans la commune de Bono, l'appellent Asokopwe. C'est pour ça que quand vous arrivez à l'entrée du quartier de Mossou, qui fait partie de la commune de Grand Bassam, vous verrez, il y a une grande maison, la grande maison de la famille Asokopwe. Vous verrez que sur le fronton de cette grande maison-là est représentée, ils ont mis après une statue de chien. Voilà, vous voyez. C'est cela. L'Inzma, ils appellent ce matriclan Ndouafou. Dans le mot Ndjoua, toi, c'est le chien. Voilà, c'est cela. Voilà, c'est ça. Et c'est ce matriclan-là que les Agnis ils appellent Ahria. Ahria, ça dit les chiens. Oui, c'est comme ça. Donc pour eux, là, ce n'est pas un feu qui a été volé, qu'on a volé à des prétendues divinités, non. C'est l'homme lui-même qui a domestiqué le feu. Voilà. Pour cette période-là du Paléolithique. Et le chien était alors, disons, son compagnon fidèle dans l'activité de chasse pour vivre. Oui, c'est cela. Ce n'est pas pour rien que dans la religion de l'Égypte antique, bon, moi je n'aime pas utiliser le terme de divinité parce qu'il y a eu des erreurs très graves concernant la religion des Égyptiens anciens. Ce qu'on a présenté comme des divinités n'était que des attributs du seul Dieu Nétché. Voilà. C'était des attributs du seul Dieu Nétché. Oui. Ra ou Ré, quand il est lumière, etc. Bon, c'est ça. Hein? Ati, quand il est disque solaire, etc. Quand il se présente comme un disque solaire, etc. C'est comme ça en fait. Voilà. Uzi, quand il se présente comme un homme juste, et donc il juge les morts, etc. Iset ou Aset, quand Dieu se présente comme la femme parfaite, etc. C'est comme ça. Mais il est dit quoi? Et on le voit. Inépoux. Entre guillemets, la divinité Inépoux. Anubis. C'est comme ça qu'en français ou en grec, on appelle Anubis. Il est représenté comme un homme avec une tête de quoi? De chacal ou de chien. Le chacal, c'est un canidé. Il est la même chose comme le chien. Et il est dit quoi? Que c'est le compagnon du défunt. Quand quelqu'un meurt, là, il est accompagné dans son parcours dans l'au-delà. Il est accompagné par Inépoux ou Anubis. Vous voyez? Comme pour dire que, de même que sur terre, quand l'homme vivait, le chien était un compagnon. Mais moi, je peux dire peut-être que c'est l'esprit qui anime le chien. L'esprit qui anime le chien, qui est un esprit de fidélité. Voilà. Fidélité à son maître. Alors, on représente l'idée de fidélité dans la religion des anciens Égyptiens comme un homme avec une tête de chacal ou de chien qui accompagne le défunt dans l'au-delà. Vous voyez? C'est cela. D'où d'ailleurs l'idée de fidèle comme un chien. Voilà. Fidèle comme un chien. Donc vous voyez, la relation entre l'homme et le chien, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. C'est tout un parcours. C'est pour ça que auprès de certains peuples,
Bon, quelquefois, on voit certains peuples, on dit, ouais, qu'ils ils se nourrissent avec la viande de chien. Et voilà, disons qu'ils consomment la viande de chien. Mais en réalité, c'était dans certains rites d'initiation qu'en Afrique, on consommait la viande de chien. Sinon, on ne consomme pas la viande de chien comme ça. Non, 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 non. Non. C'est dans certains rites d'initiation que la viande de chien est consommée. Sinon, la viande de chien n'est pas consommée comme ça. Non, non. Par exemple, ceux qui pratiquent le dipri chez les Abidji, et même qui se désignent par rapport au nom de famille, mais qui désignent leur territoire à partir des deux variétés dialectales qui se parlent chez eux, c'est-à-dire les Yembe et le Brou. Voilà. Pour certains rites des initiés du dipri, ils consommaient la viande de chien. Et puis, ils buvaient même le sang des chiens. Ouais, ça, c'est différent. Mais bien sûr, il y a d'autres populations qui, dans le monde, bon, consomment le chien. On dit, par exemple, les Boussanga, qui sont des peuples gourds, consomment la viande de chien. Vous voyez. Et puis, les Chinois consomment la viande de chien. Voilà. Et ça choque les Européens. Mais ça n'a pas à vous choquer. Chacun a ses traditions alimentaires. Le problème des Occidentaux, c'est qu'ils veulent imposer leur vue à tout le monde. Ça ne fait pas sérieux. Chacun a ses coutumes. Et je vous le dis, les Chinois, ils apprécient la viande de chien plus que toute autre viande. Oui. Plus que toute autre viande. Oui. Et particulièrement, la viande du chien dont le pelage est noir. Dont le pelage est noir. Parce que ce qui est noir fait quoi? Absorbe la lumière. Absorbe la lumière. Donc, on n'a pas à être choqué. Mais, bon, puisque les Européens, ils en ont fait un animal de compagnie. Sinon, en Afrique, l'utilisation du chien, c'était pour une activité utilitaire, notamment pour la chasse. Pour la chasse. Mais quand cette période de chasse et de cueillette passe, et qu'à partir de 11 000 ans avant Jésus-Christ, on entre dans une nouvelle ère, qui est l'ère de l'agriculture, qui est l'ère du néolithique, vous voyez, alors de moins en moins, le chien sera utilisé pour la chasse. Bon, les hommes chassaient moins, mais ceux qui continuaient de chasser, de pratiquer la chasse, utilisaient le chien. Mais il faut savoir qu'à partir de 11 000 ans avant Jésus-Christ, c'est le néolithique, c'est la période de l'agriculture. Voilà. Et là, l'homme est sédentaire. L'homme devient sédentaire. Ceux qui font l'agriculture sont sédentaires. Bien sûr, il y a d'autres peuples qui vont continuer soit d'être nomades, de faire du nomadisme ou bien du semi-nomadisme. Donc ça, c'est une autre affaire. Vous voyez. Donc, il y a toute une histoire qu'on peut écrire, qu'on peut écrire de la relation entre l'être humain et le chien. Ah oui, il y a toute une histoire qu'on peut écrire de la relation entre l'être humain et le chien. Vous voyez, c'est cela. Si bien que, chez beaucoup de groupes à Caen, il y a ce qu'on appelle le matriclan, qui a pour symbole le chien et le feu. Voilà, le chien et le feu. Quand vous allez, si il vous est donné par exemple d'aller assister à la célébration de la fête qui marque l'année nouvelle chez les Nzema, qu'on appelle Abissa, qu'on appelle aussi Kundum, vous verrez que ceux qui ont pour symbole le chien et le feu, pendant cette célébration-là, de la fête de l'Abissa ou du Kundum, vous les verrez tenir un chien en laisse et puis ils se baladent avec le chien pour dire que ce sont les ancêtres-là qui ont apprivoisé le chien. Et puis quand l'un d'eux meurt dans la célébration des funérailles, à un moment donné, ils poussent des cris comme le chien qui aboie. Voilà. C'est comme s'ils imitent les aboiements du chien. Pour dire que ce sont les ancêtres qui ont apprivoisé le chien. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo que j'intitule L'homme et le chien vous plaira. C'est un pan de l'histoire de l'être humain. C'est un pan de l'histoire de l'être humain. Sa relation avec le chien. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je souhaite une bonne et heureuse année hégirienne à mes frères musulmans. Aujourd'hui,
Ils entrent dans l'année nouvelle. C'est une année nouvelle pour les musulmans. Voilà. Après la fin du Ramadan, la rupture du jeûne, ils entrent dans une année nouvelle. Je souhaite une année heureuse aux musulmans et particulièrement à mes collègues musulmans de l'université, Félix Houphouët-Boigny de toutes les universités de Côte d'Ivoire et très particulièrement aux collègues musulmans du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est dans cette université-là que j'enseigne, l'université Félix Houphouët-Boigny, notamment précisément au département d'histoire. Cette université est dans la ville d'Abidjan. Ville d'Abidjan qui est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays lui-même situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.